Eh bien, écoutez, bonsoir, bienvenue. Donc, pour ce soir, nous allons aborder la dernière conférence de ce premier semestre des conférences au musée. Nous sommes dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie. Nous accueillons ce soir Pierre Matelard, qui est archéologue spécialiste à l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP. Alors, pour Pierre, on est ravi de recevoir Pierre ce soir. Pierre, comme beaucoup de collègues en fait de l'INRAP, nous a énormément aidé sur le parcours archéologie du nouveau musée d'Épernay. La vitrine, notamment la vitrine de la cuisine romaine, c'est lui qui l'a conçue. Toute la sélection des objets, la mise en place. Donc, beaucoup de choses. Pierre, ça fait plusieurs années que je le connais. Donc un grand céramologue dans la région qui s'est illustré à travers de nombreuses études. J'ai un très beau souvenir et je vois aussi Christian Desmongins, un souvenir de 2018, de mai 2018, où il y a eu le colloque international de la Société française d'études de la céramique antique en Gaule, qui s'est tenu à Reims, dont Pierre a organisé l'événement. Et je me souviens de Christian, d'une conférence, enfin en tout cas d'une allocution au musée Saint-Remy. Et c'était une des premières fois aussi où les collections d'Épernay ressortaient après, en tout cas, ça faisait un petit teaser avec le nouveau musée qui allait apparaître. Donc, un très beau souvenir de 2018. Et donc, ce soir, en fait, Pierre va vous parler, autre autre de sa spécialité, donc l'étude des poteries, la céramologie, mais aussi d'une passion, donc tout ce qui va être attrait à la cuisine, à l'alimentation durant l'Antiquité. Soyez vraiment attentifs, c'est pas des conférences. Alors, c'est un thème, donc il vous en parlera, qu'on vous rencontre de temps en temps, qui est à la mode, mais c'est assez rare d'avoir cette thématique explorée sous autant de regards différents. Donc prenez note, c'est très actualisé, ça nous concerne directement, c'est vraiment sur le territoire, donc c'est une très belle conférence qui s'annonce. Donc prenez beaucoup de plaisir et surtout à la fin, on prendra un petit peu de temps pour ce temps d'échange avec Pierre. Bonne soirée, bonne conférence. Bonsoir à tous. Comme Jonathan l'a dit, moi je vais vous parler de la cuisine, l'alimentation en général, durant l'Antiquité et plus particulièrement dans notre région, la Champagne, à partir d'études qu'on a pu faire, nous, avec nos fouilles archéologiques réalisées dans la région, surtout à Reims et dans sa grande périphérie. Je vais commencer en disant que en fait, je suis plutôt le porte-parole d'un travail collaboratif qui réunit plusieurs spécialistes, à la fois céramologues, carpologues, archéozoologues. On va développer ça par la suite. Donc un travail collégial qui est toujours en cours, qui doit être complété toujours en fonction de nos découvertes et de nouvelles analyses qu'on pourrait faire. Alors, je vous propose de découper mon propos en deux grandes parties. Une première qui va aborder les connaissances que l'on a de l'alimentation à l'époque antique, et une seconde qui va concerner plutôt notre région, une mise en perspective dans notre région. Alors, commençons tout de suite par les sources. Les sources de l'alimentation, elles sont d'abord littéraires. Alors, on a des ouvrages spécifiques à la cuisine, et on a surtout, il nous est parvenu qu'un seul ouvrage attribué à Marcus Gavius Apicius, le De Re Coquinaria. En fait, c'est un ouvrage qu'on attribue à Apicius, qui est un richissime romain proche de l'empereur Tibère. Mais on sait que cet ouvrage c'est une compilation plutôt bien postérieure à la vie d'Apicius, qui contiennent d'ailleurs des recettes qui ne lui sont pas du tout contemporains. Et alors, ce n'est pas vraiment un livre de cuisine au sens moderne du terme, parce qu'on a alors c'est un peu petit, mais vous voyez qu'on a des recettes qui sont plus ou moins bien explicitées, mais sans vraiment d'unité de mesure. Donc, par exemple, celle du haut, piler des baies sèches dénoyautées de myrte avec du cumin, du poivre, du miel, du liquamen, du defrutum, de l'huile, faites chauffer, liée à la fécule, faites bouillir, puis retire légèrement la viande avec du sel, arrosez-la de cette sauce saupoudrée, poivrée et servez. Ça manque un petit peu d'indication. Et il y a même des recettes où ça va plus vite. C'est œufs durs émincés, poivre, cumin, persil, poivre cuit, baies de myrte, une bonne dose de miel, vinaigre, liquamen et huile. Débrouillez-vous avec ça. On a aussi des ouvrages qui ont été réalisés par des agronomes, donc des spécialistes des techniques mises en œuvre dans les milieux ruraux.
qui font souvent parfois mention de produits ou de recettes qui sont parfois plus simples que ce que pouvait préciser Apicius. On a des ouvrages encyclopédiques, donc comme le fameux Pline l'Ancien, qui, dans leurs différentes explications, mentionnent parfois des ingrédients ou des recettes de manière assez simpliste, ou Varron, qui, dans ses explications sur la langue latine, fait certaines mentions de façon de cuire ou de tel ou tel aliment. On a des traités de médecine aussi, comme Galien, parce que la médecine, la santé passe forcément par l'alimentation. On a des mentions dans des ouvrages philosophiques ou des œuvres panégyriques, hagiographiques, qui font mention de recettes ou de plats, d'ingrédients qui sont utiles à manger ou que les saints vouaient. Et puis d'autres ouvrages littéraires. On a d'autres sources écrites qui sont des sources épigraphiques, donc ce qui a pu être marqué sur des éléments qui nous sont restés, comme de la pierre ou de la céramique. On a donc ces sources épigraphiques font mention, elles aussi, plutôt d'ingrédients ou de récipients ou d'ustensiles. On a en particulier l'édit du maximum, qui était en fait une grande liste de produits et de prix qui ont été énoncés au tout début du IVe siècle pour essayer de juguler l'inflation. Spoiler, ça n'a pas marché. Ou par exemple les comptes de Potier, cette assiette qui a été trouvée dans un atelier de Potier du sud de la France, qui mentionne différents types de récipients, donc ce qui nous permet de retrouver le nom latin de ces récipients. On a aussi des épitaphes de marchands de denrées, ou les tituli picti, donc en fait c'est des mentions peintes qui sont écrites sur les amphores, qui mentionnent parfois leur contenu et à qui ils étaient destinés. Mais les sources les plus parlantes, on va dire, c'est bien sûr les sources iconographiques, des sources iconographiques qui sont connues par au moins 3 vecteurs, c'est la sculpture, la peinture et la mosaïque. Donc vous voyez ici de très beaux exemples des cités détruites par le Vésuve, qui nous présentent effectivement divers produits. On peut avoir voilà, des sculptures qui nous présentent la prise du repas ou des mosaïques avec la prise du repas ou des ingrédients. Après, il faut se souvenir que ces représentations sont parfois, véhiculent parfois du symbole. Donc des reliefs de repas sur des monuments funéraires, c'est une symbolique funéraire, elle ne représente peut-être pas une réalité vraie. La troisième grand groupe de sources, ce sont bien sûr les sources archéologiques. Les sources archéologiques qui vont se découper en 2 grands groupes, les vestiges immobiliers et les vestiges mobiliers. Commençons par les vestiges immobiliers. Donc je vous ai présenté les peintures, les sculptures, les mosaïques, mais on trouve aussi des éléments de cuisine, comme par exemple les cuisines qu'on dit pompéennes, parce que les meilleurs exemples ont été trouvés à Pompéi. Donc ce sont des grands plans de travail et puis auquel est adjoint un four pour les préparations, et puis un endroit pour ranger, pour stocker le bois utile à la cuisson. Alors, ces cuisines pompéennes sont souvent interprétées en niveau muséal pour évoquer à quoi pouvaient ressembler les cuisines romaines à travers l'Empire. Ces cuisines pompéennes sont bien sûr connues dans le nord de la Gaule, comme ici par exemple, cet exemple d'une riche maison, une domus, trouvée à Grand dans les Vosges, qui a été fouillée il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant. On a aussi un exemple rémois, j'aurais dû mettre la photo. Mais la plupart du temps, on fouille, notamment ici à Reims de nouveau, dans une riche maison avec des peintures magnifiques et tout ça, donc un statut social élevé. En fait, la cuisine se limite à un foyer construit avec une tuile et en terre crue. Donc la plupart des cuisines ressemblaient plutôt à ce que vous avez ici en bas de l'écran.
On ne peut pas passer sous silence, bien sûr, tout ce qui est débit de boissons, débit d'alimentation, notamment ces grands thermopolia qu'on trouve dans les villes italiennes, à Pompéi et à Ostie, vous voyez, qui sont probablement bien présents dans tout le monde méditerranéen, mais que dans le nord de la Gaule, nous avons vraiment du mal à mettre en lumière, surtout dans une région, ici vous savez en Champagne, on manque un peu de pierres de construction, donc ces pierres de construction sont systématiquement récupérées, donc il ne nous reste vraiment plus rien. On a des endroits de boutique, mais à quoi servaient-elles? On ne sait pas. Donc peut-être certaines étaient des débits de boissons ou d'alimentation. Il faut garder ça à l'esprit. Maintenant, le deuxième groupe, les vestiges mobiliers, il s'agit bien sûr de la vaisselle et des ustensiles nécessaires à faire les repas ou à prendre les repas. La vaisselle qui peut être en verre, vous avez des très beaux exemples ici, mais il y en a d'autres au sein du musée, ou en métal, comme alors des récipients à cuire qui sont souvent en fer, ou les récipients nécessaires pour la prise des repas qui sont soit en alliage cuivreux ou en argent. Ici, il s'agit d'une découverte rémoise qui a été effectuée pour les fouilles du tramway, où il s'agit de récipients en alliage cuivreux recouverts d'argent. Il y a la vaisselle en bois aussi. Alors, le problème, c'est que quand on étudie les niveaux humides, les seuls aptes à conserver cette vaisselle en bois ou ces matières organiques, eh bien, on ne trouve pas la vaisselle romaine en bois. Donc, en fait, très probablement que cette vaisselle, à l'époque romaine, elle est d'abord en verre, en métal et en céramique, et rarement en bois. Donc, surtout en céramique, la céramique a cet avantage que, contrairement au verre et au métal, qui a un certain coût de production et qui entraîne forcément un recyclage important, la vaisselle en terre cuite, une fois qu'elle est cassée, on ne peut rien en faire, elle ne retournera pas à son état d'argile, donc elle est abondamment jetée dans ces couches archéologiques, et ce qui nous permet de l'étudier, donc c'est le travail du céramologue. Un travail important, comme vous pouvez le voir, qui va d'abord répondre à des questions de chronologie, mais qui par la suite peut répondre à d'autres questions, et notamment, bien sûr, c'est pour ça que je suis là, parler de l'alimentation. Il y a d'autres spécialistes, mes collègues, qui peuvent m'aider en cela à partir de divers restes. Ce sont d'abord des restes de graines qui vont pouvoir être découvertes quand les milieux quand ils ont été carbonisés, en fait, dans les milieux d'incendie. Des restes de végétaux qui peuvent être découverts, alors là, dans des contextes humides. Et puis après, tout ce qui est vestiges d'ossements animaux qui vont nous renseigner et sur l'alimentation, mais aussi sur l'élevage et diverses productions. Un élément plutôt récent qui intervient dans nos connaissances sur l'alimentation ou les recettes, les ingrédients, ce sont les sciences naturelles qui sont mis à contribution. Alors, il y a différents types d'analyses qui sont effectuées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous en avons comme celle-ci, où on peut retrouver les différents éléments chimiques présents dans les céramiques et donc peut-être retrouver les ingrédients mis en œuvre et les recettes qui ont été employées dans ce récipient. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, à partir de ces sources, passons aux ingrédients. On va commencer d'abord par les ingrédients d'origine animale. Ils sont d'abord et surtout issus de l'élevage, mais la chasse et la pêche sont bien sûr régulièrement évoquées à travers les sources qu'on a vues tout à l'heure et comme celles qui sont présentées ici en peinture et en mosaïque. D'autres éléments, voilà par exemple, qui attestent bien de la consommation assez importante de volailles et pour ces gibiers d'eau.
mais à côté, beaucoup de reliefs qui présentent plutôt des choses, on va dire, simples, de la boucherie, où là, c'est plutôt des animaux d'élevage qui sont mis en lumière, notamment tout ce qui va être le porc. On a aussi, toujours pour ces ingrédients d'origine animale, des choses qui sont issues indirectement de cet élevage. On pense aux œufs et puis au fromage. Donc ici, vous avez des fromages encore positionnés dans leur faisselle en jonc. La pêche, les représentations, surtout de l'iconographie et les mentions dans les textes littéraires, montrent un certain engouement des Romains pour tout ce qui est produit de la mer, que ce soit des poissons, des crustacés et des coquillages, notamment sur cette magnifique bouteille qui montre tout simplement un parc à huîtres. Les Romains avaient déjà des parcs à huîtres en Méditerranée, sur l'Atlantique, et ils en étaient friands. Mais l'essentiel de l'alimentation est surtout d'ordre végétal. Et pour les végétaux, d'abord au sein des végétaux, il y a bien sûr les céréales qui pouvaient être non panifiables ou panifiables, qui pouvaient être dès lors consommées sous forme de bouillie, comme ce que vous avez à l'écran ici, ou sous forme de pain, dont les plus belles représentations sont ces pains qui ont été trouvés encore enfournés dans les fours à Pompéi, ou ces fresques qui montrent la distribution du pain. On a une consommation évidemment de légumes et de légumineuses. Alors moi j'aime particulièrement cette petite lampe que vous avez à droite là, avec du pain, un radis, du vin, le repas du pauvre. Donc une alimentation de légumes. Alors oubliez les légumes que vous avez dans les rayons de supermarché actuellement. Hein, ce que les Romains consomment beaucoup, c'est effectivement des végétaux de type racine, comme le radis, des concombres, des courges, du poireau, quelques éléments de salade, et des choses un peu plus douces comme les asperges que vous avez à droite à l'écran. Et puis sans oublier tout ce qui pouvait être cueilli, donc fruits secs, noix, noisettes, pain pignon ou des champignons. Les fruits aussi qui sont abondamment représentés. Alors on a des fruits un peu endogènes de la région, comme les cerises ou les pommes, et des choses un peu plus exotiques, comme les figues, les grenades ou les pêches. Après ces ingrédients d'origine animale et végétale, il faut bien sûr des matières grasses, des matières sucrées. Les matières grasses, c'est surtout l'huile qui, pour nos régions, viennent à partir de la province de Bétique, donc l'Andalousie actuelle, dans ces grandes amphores. Mais il ne faut pas oublier que les matières grasses animales, comme le saindoux, pouvaient être utilisées. Et pour les produits sucrés, c'est le miel, hein, les Romains ne connaissant pas la canne à sucre. Et il y a quelques succès d'années, donc on voit ces représentations d'amour pillant une ruche. Une chose très importante dans l'alimentation antique qui revient très régulièrement, notamment dans les sources littéraires, ce sont tout ce qui va être les condiments et les épices. On a bien sûr le sel qui peut être soit un sel marin, soit un sel gemme, donc qui est extrait à partir des mines. On a aussi des sels plutôt lacustres qui sont employés. Le vin ou le vinaigre qui servent de boisson, mais qui peuvent aussi servir de condiment dans les préparations culinaires. Et un élément très important dans la cuisine, le garum, liquamen et alec, donc en fait qui sont des préparations de saumure de poissons. Alors pour les meilleurs d'entre eux, comme le garum et le liquamen, c'est des morceaux de poisson qui sont utilisés.
pour les garums, les alecs de moindre prestige, ce sont des extas de poissons qui sont utilisés. Donc, on connaît quelques recettes de garum, donc c'est des couches d'herbes aromatiques, de poissons et de sel qu'on va laisser macérer pendant plusieurs jours et on va en ressortir un jus saumâtre qui est employé quasiment dans toutes les recettes du livre d'Apicius, y compris les desserts. Et puis, bien sûr, toutes ces épices qui peuvent être des herbes ou des parties vertes, des graines, des fruits ou des racines. Alors, une petite mention en revenant sur le livre attribué à Apicius, sur le nombre d'ingrédients utilisés par recette. Et on voit que ces ingrédients sont très importants et que parmi tous les ingrédients, l'huile et le garum sont ceux qui reviennent presque régulièrement. Mais Apicius, enfin dans le livre d'Apicius, le poivre également est l'élément qui revient le plus souvent. Or, le poivre est une épice qui vient d'Orient, donc c'est une épice très chère. Donc on voit bien que le livre d'Apicius est plutôt voué à être lu par les grandes élites romaines. Ce qui me fait dire qu'en fait, tout ce qu'on peut voir à partir des sources nous montre une image de l'alimentation, une image qui est souvent reproduite et qui est parfois empreinte de fantasmes. On pense notamment aux lois somptuaires qui ont voulu réguler les riches romains et éviter qu'ils fassent de grands banquets et tout ça. Donc on a ces images de grands banquets, d'orgies et tout ça. Mais quelle est en fait la réalité de ces repas pour la majeure partie du peuple romain, la masse populaire, et puis aussi chez nous. Est-ce que les gens dans nos régions en Champagne mangeaient comme Apicius? On peut en douter. On en vient donc à ma deuxième partie, qui va concerner les pratiques alimentaires à Reims, du Roquortorum, et dans sa grande périphérie. Alors, pour arriver à la connaissance de cette alimentation, on va interroger, bien sûr, nos sources archéologiques, et puis d'abord les sources mobilières, et donc la vaisselle. Comme je vous ai expliqué, cette vaisselle en verre et en métal, elle est abondamment recyclée, et on en conserve assez peu dans nos collections, et souvent ce sont des éléments qui sont issus soit de cachettes d'artisans qui allaient refondre le métal ou le verre, soit de tombes. Au contraire, la céramique, elle est vraiment abondante dans nos couches archéologiques, donc ça nous donne une assez bonne vision de l'alimentation, de la vaisselle en usage, sans arriver dans des sélections pour les rites funéraires ou du recyclage. Alors, comment fait le céramologue pour retrouver les fonctions de tous ces récipients qu'il a en face de lui? C'est simple, il va les observer et il a deux critères. Le premier critère, c'est comment ces récipients sont façonnés, car comme vous le savez, un récipient est façonné d'une certaine façon pour sa fonction. Certaines argiles, par exemple, vont être impropres à être mises sur le feu, sinon elles vont éclater. Donc, le choix de la matière première, le choix de la finition et tout ça va impacter le résultat de la pièce. Et le second choix, c'est bien sûr la forme. Un potier, même encore aujourd'hui, façonne un récipient pour une fonction bien précise. Il est évident que si on fait un pot de chambre, c'est pas pour aller sur la table pour prendre son repas. Après, vous faites ce que vous voulez chez vous. Donc, le céramologue va regarder ces récipients et il constate qu'une partie des récipients, comme ceux que vous avez sur la table, ont une finition généralement soignée. Souvent, c'est un lissage qui est poussé. On va faire en sorte que les surfaces soient bien lisses, bien égales, et qu'on va parfois
recouvrir d'une argile plus fine pour des effets de brillance ou parfois des décors, etc. On voit aussi que ce sont des récipients qui sont souvent dotés de pieds et qui vont correspondre plutôt à de la vaisselle de consommation. Donc on peut vraiment dire que ces récipients fins, souvent qualifiés de fins pour les céramologues, sont plutôt à destination de la consommation, destinés à être sur la table. Au contraire des récipients dont les parois sont souvent laissées brutes et qui représentent soit des formes fermées, soit des formes ouvertes. Et donc, le céramologue peut supposer que ce sont des récipients d'usage commun, ou plutôt destinés à la cuisine. Et pour ça, il va valider ces observations par les nombreuses traces qu'il peut trouver sur ces récipients, en l'occurrence comme ceux que vous avez à l'écran, où on va avoir des traces de coups de feu, des décolorations de la surface dues à un passage sur le feu, voire carrément de la suie ou du caramel alimentaire. Vous savez, quand vous laissez trop longtemps votre casserole sur le feu, il y a un résidu noirâtre qui est difficile à ravoir, pareil dans l'Antiquité. Alors faisons un petit test. Voici un récipient. Vous avez sa forme. Sa technique de fabrication, vous l'avez ici, c'est un récipient qui est exposé au musée. Sa fabrication est identique à celle du pot que vous avez sur la droite. Donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ce récipient et à quoi il sert? Alors, la forme vous renseigne sur le fait que c'est une forme fermée. Il doit contenir un liquide. L'ouverture, j'en ai un exemplaire ici. L'ouverture est tréflée. C'est assez difficile d'y mettre un morceau de viande ou un légume. Donc on est d'accord que ce liquide va être restreint. La salaison, alors du coup il faudrait mettre du sel dedans. Non, ce n'est pas un élément de salaison. Alors, on pense à la forme. La forme va vous indiquer que ça va contenir un liquide. Mais il ne faut pas oublier la technique de fabrication. La technique de fabrication est la même que la céramique qui va sur le feu. Donc, on peut supposer que c'est un récipient qui va contenir un liquide et qui va sur le feu. Dès lors, qu'est-ce que c'est comme récipient? Pardon? C'est exactement ça. C'est exactement ça et on va valider nos résultats par les traces. Donc, vous pourrez voir de plus près tout à l'heure. Dans 90% des cas, à Reims, ces récipients portent des traces de calcaire. C'est bien donc une bouilloire. Donc, vous avez bien compris comment on procède. On regarde d'abord la technique de fabrication, la forme, et elle va nous renseigner sur la fonction. Par la suite, on peut valider nos hypothèses de différentes manières. Vous allez voir que moi, j'aime bien la manière mathématique. Alors, je vous propose rapidement un petit panel des récipients qu'on trouve régulièrement en Champagne et leurs fonctions. Alors, on va découper ça en grands groupes fonctionnels qui ont été montrés par les ethnographes. Et on va commencer par les récipients qui sont destinés au stockage et au transport. Pour le stockage, on a de grands récipients comme ceci, donc qui peuvent faire 1 mètre, 1,50 m de haut, que régionalement nous appelons les dolias, un dolium, des dolias. Et à côté, nous avons des petits pots qui ne présentent jamais de traces de coups de feu. Et des exemples, alors il y a des exemples à Reims, vous voyez, où il y a des inscriptions curieuses qui sont en fait des chiffres. Mais on a des exemples en Allemagne et à Bliesbruck, en Lorraine, où il est fait mention de conserves de miel ou d'olive. Ce sont des petits pots de conservation, des boîtes de conserve, si vous voulez. Pour le transport, vous avez ce que vous connaissez peut-être déjà, les amphores. Les amphores, ce sont ces récipients de grande dimension, souvent à 2 anses, qui servent au transport des denrées souvent méditerranéennes. Et chaque
forme d'amphore, un peu à l'instar de nos bouteilles de vin actuellement, ont une forme bien précise qui reflète à la fois leur origine et le contenu. Donc quand je vois une amphore comme celle-ci, je sais que ça contient de l'huile qui vient d'Andalousie. Une amphore comme celle-ci, c'est du vin qui vient du sud de la France. Une amphore comme celle-ci, c'est du vin qui vient d'Italie. Alors, après avoir parlé de vin, parlons de ce qui va nous servir pour le boire, c'est-à-dire les pots à boire. Souvent, on parle de pots à boire pour les récipients de grande dimension, qui sont plutôt issus du domaine celtique, et les gobelets qui sont de plus petite dimension, généralement issus du domaine méditerranéen. Et à côté de ces pots à boire et gobelets, on a quelques coupes qui sont rares. Alors, on voit, c'est des formes fermées, donc qui servent à contenir un liquide, qui sont soignées, donc c'est pour ça qu'on arrive à dire que c'est pour la consommation de liquide. Et le meilleur exemple, ce sont ces vases qui sont produits à Trèves et qui portent ce qu'on appelle des devises à boire, donc qui nous invitent à boire. Celui-là est explicite, hein, ça veut dire bois, buvez. Alors, ces pots à boire et ces gobelets, en Champagne, en fait, on voit bien que les courbes s'inversent entre l'une et l'autre. Donc ça veut dire que les pots à boire, en rouge, de grande dimension, vont disparaître, et quand ils perdent 10% dans nos ensembles, les gobelets gagnent 10%. Donc les pots à boire sont remplacés par les gobelets, ça veut dire qu'on passe d'une consommation collective des boissons, qui était plutôt quelque chose de celtique, à une consommation individuelle, qui est plutôt méditerranéenne. Et puis pour le reste, on voit que grosso modo, les vases à boire, ils sont là de manière stable sur toute la période, donc les champenois ont toujours bu. Sauf à la fin de la période, curieusement, on a une baisse qu'on ne s'explique pas avec la céramique. Et en fait, elle peut se comprendre car c'est au IVe siècle, c'est à ce moment-là qu'il y a une baisse, c'est le moment où les typologies de gobelets en verre sont le plus étoffées. Donc, ces vases en céramique sont progressivement remplacés par des vases en verre. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que ces verres qui sont recyclés, de manière indirecte, on peut en faire une quantification en quantifiant la céramique. D'ailleurs, une petite anecdote, aujourd'hui, quand vous êtes dans vos cuisines, vous allez boire un verre. Donc, c'est la matière qui a remplacé la forme, gobelet, parce que tout simplement, depuis le IVe siècle et puis le Moyen-Âge et tout ça, tous ces vases à boire sont quasiment systématiquement en verre. Pour verser ces liquides, nous avons des bouteilles sans anse, des cruches avec une anse et des grandes cruches avec 2 anses, dont vous avez ici des exemples issus de fouilles anciennes et récentes. Alors, petite anecdote, ces récipients pour le service de liquide sont généralement clairs parce que les Romains, leurs cruches étaient en pâte calcaire qui claire, donc dans les autres régions, ils ont toujours voulu que leurs cruches soient plutôt blanches. Ça tombe bien, l'argile champenois fait des cruches blanches. Alors, très rapidement, je ne vais pas m'étendre sur ces graphiques. Ce qu'on voit, c'est que les cruches sont abondantes dans les contextes du 1er siècle et 2e siècle, enfin début du 2e, mais par la suite, au 2e et 3e siècle, elles vont disparaître progressivement de nos contextes. À nouveau, on ne peut pas l'expliquer par la céramique, et c'est tout simplement parce qu'elles sont remplacées par des cruches en métal qui sont abondantes au 3e siècle ou en verre. Quelque chose qui a disparu malheureusement de nos cuisines, ce sont les mortiers. Alors les mortiers, je vous ai remis un petit passage d'Apicius. Mettez dans un mortier du poivre, de la livèche, pilez-les, mouillez de liquamen, donc le fameux garum.
de vin paillé, un peu d'huile, versé dans la cocotte et fait bouillir. Donc le mortier est bien un récipient qui va nous permettre de créer les sauces. Maintenant, passons à la consommation des solides, donc ce qui va nous permettre de manger, en fait. Et vous voyez que vous avez des formes basses et des formes profondes, et des formes qui sont intermédiaires. Donc, les formes basses, vous avez reconnu les assiettes. Les formes profondes, ce sont des bols. Et les formes intermédiaires, ce sont des coupes. Les assiettes qui vont être destinées à manger, consommer, présenter les aliments et les consommer. Les coupes et les bols qui vont être destinés au service des sauces et des plats en sauce. Alors, on s'est amusé à Reims, on a quantifié tout ça. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais ce qu'on voit, c'est qu'à nouveau, au 1er siècle, il y a beaucoup d'assiettes, beaucoup trop d'assiettes, on va dire, par rapport aux usages romains, et qu'au 2e, 3e siècle, ces assiettes vont disparaître. Alors vous allez me dire, mais dans quoi mangent les Champenois à l'époque romaine? Alors, on peut évoquer, par exemple, cette vaisselle en métal dont on a vu des exemples précédemment et qui est souvent représentée sur les monuments funéraires. Donc la vaisselle en métal pourrait remplacer la vaisselle en céramique. Et vous allez voir qu'on a eu une autre hypothèse. Maintenant qu'on a vu tout ce qui était la table, la préparation, passons côté cuisine. Côté cuisine, nous avons des récipients aux parois qui sont laissées brutes, sur lesquelles vous avez des traces de cuisson, des caramels alimentaires et tout ça, et dans lesquels on peut distinguer différents groupes de formes. On a des formes hautes et refermées, donc si vous vous souvenez des choses qui vont contenir un liquide, donc qu'on va appeler plus simplement pots, auxquels on va les appeler pots pour l'instant, auxquels on peut associer des couvercles qui servent à fermer ces pots, et sachant que les couvercles pourraient aussi aller sur ces récipients ouverts et profonds, auxquels vous pouvez reconnaître ce qui pourrait correspondre à nos marmites ou nos cocottes actuelles. Un élément que vous avez là-haut, qui est un peu comme une marmite, mais qui est doté d'un manche. Donc c'est tout simplement un poêlon. Et enfin, des formes basses, qu'on identifie comme des plats. Donc vous voyez, on n'a rien inventé. Vous ouvrez vos placards de cuisine, vous aurez la même chose dans différentes matières, mais pour l'époque romaine, tout le panel est présent. Un petit cas particulier, c'est que vous avez ces plats qui sont relativement soignés et dont l'intérieur est recouvert d'un engobe, donc un argile liquide rouge, mais qui sont bel et bien destinés à aller à la cuisson. Alors il se trouve, petite anecdote, que ces plats sont dénommés par les céramologues plats à vernis rouge pompéen, parce qu'un archéologue allemand au XIXe siècle, le rouge lui évoquait les peintures de Pompéi. Et il se trouve que ces plats, qui sont d'abord produits en Italie, étaient appelés par les Romains cumane testae, donc les plats de cume, parce que les productions principales étaient à Cume, dans la baie de Naples. Et donc, ces engobes servaient en fait de revêtement anti-adhésif. Quand on étudie les traces laissées sur ces différents récipients, pots, cocottes, plats à cuire, poêlons, on voit que les traces de feu ne sont pas identiques partout. Sur les pots, on a des forts impacts de flammes, et puis je vous ai dit une forme fermée destinée à contenir un liquide. Donc ces pots étaient plutôt destinés aux cuissons bouillies, et on peut les relier avec les olla qui sont mentionnés dans les textes littéraires. Au contraire,
Les formes type cocotte, elles ont des traces de coups de feu, mais qui sont parfois plus diffuses, et des traces de suie au niveau de la lèvre et pas sous le fond. Donc là, on a un feu qui est plutôt éloigné, donc quelque chose qui va servir à mijoter. Donc là, on peut relier ces cocottes aux cacabousses antiques qui servaient à la fois pour les sauces, mais aussi les cuissons en sauce. Le poêlon sert à frire, ou plutôt que frire, plutôt saisir les aliments. On voit dans les textes que en fait, les aliments sont saisis et puis tout de suite remis à mijoter. Donc ça, c'est la sartagou, le poêlon. Pour les plats, les formes basses, on voit bien que les traces de cuisson sont beaucoup plus diffuses. Donc là, on est plutôt dans des cuissons type en four, type four à pizza. Donc faites un feu, vous écartez, une fois que le feu a bien pris, les braises, et vous mettez votre plat et vous allez le laisser là-bas gratiner, sachant que d'après les textes antiques, on sait qu'ils sont assez friands d'un plat, une patina, qui a pris le nom du plat, en fait, qui est un espèce de clafoutis, on va dire, à base d'œufs, clafoutis salé ou sucré. Voilà, je vous ai remis un petit peu les textes de Varron qui nous ont permis d'identifier ces formes par rapport aux textes antiques, et qui, en lisant Varron, nous permettent de comprendre aussi la mentalité des Romains par rapport à ces cuissons. Il faut savoir que dans l'Antiquité, il était bon de passer systématiquement par le stade bouilli, d'abord pour assainir les aliments, et parfois ils étaient conservés dans du sel ou de l'huile pour leur permettre de se dessaler, dégraisser, mais ce qui nécessitait après des cuissons en sauce avec beaucoup d'épices, justement, puisque une fois que c'était bouilli, c'était un petit peu fade. Donc là, à nouveau, on a quantifié toutes ces formes sur la région. Et ce qu'on voit globalement, c'est que les pots à cuire sont présents sur toute la période, dans des niveaux plus ou moins stables, on va dire, sauf au IVe siècle, ce qui montre que le stade bouilli est bien le stade primordial. Ce qu'on appelle les jattes, donc les cocottes en verre, sont d'abord sous-représentées, mais vous allez voir, vous le voyez au IIe, IIIe siècle, leurs nombres vont augmenter. Donc ça veut dire que les Champenois, durant l'Antiquité, vont progressivement abandonner les recettes plutôt de bouillie, qui étaient plutôt associées au monde celtique, à des cuissons en sauce, des préparations de sauce. Et vous le voyez que les plats à cuire et les plats longs sont plutôt abondants au IIIe siècle. Donc, les schémas qu'on retrouve par exemple dans Apicius, ouvrage attribué à Apicius au tout début du 1er siècle, ben on voit qu'à Reims, il faut attendre le 3e siècle pour retrouver ça. Donc, une acculturation qui est présente, mais qui est lente. Je vous ai parlé des abandons, les disparitions des assiettes. Eh ben, quand les assiettes, ici la courbe rouge, quand on compile la courbe noire, la courbe orange et la courbe verte, qui représentent toutes les formes ouvertes en céramique dédiées à la cuisson, eh bien en fait, vous retrouvez les mêmes taux d'assiettes. Ce qui veut dire qu'en fait, les assiettes disparaissent. Certes, il y a la vaisselle en métal à côté, mais aussi parce que les Champenois dans l'Antiquité ont fait le choix de manger directement dans leur casserole. Et pour nous, ça semble très important au niveau de l'acculturation, parce qu'au 1er siècle, vous avez des gens, par exemple à Reims, qui est la capitale de la Gaule Belgique, qui ont une belle vaisselle à la romaine, tout ça, mais qui continuent à manger des bouillies comme avant, durant l'indépendance gauloise. Et au IIIe siècle, l'importance n'est plus la vaisselle dans laquelle ils vont manger, c'est bien le repas qu'ils vont manger.
Les ustensiles, alors on trouve surtout des ustensiles en métal, parce que c'est le métal qui nous est parvenu, mais il ne faut pas oublier que une partie de ces ustensiles était bien souvent en bois ou en os. Donc généralement, on a ces cuillères, puisqu'il n'y avait pas de fourchette hein, durant l'Antiquité. Donc les repas se prenaient à la cuillère ou au couteau. Et ces éléments sont, pour les cuillères en tout cas, en métal, en bois, en os, les couteaux en métal avec un manche en bois ou en os. Et puis différents éléments qui servent pour les cuissons, comme par exemple ces louches en bronze, on a des tisons, etc. Et les passoires en bronze qui servent certaines passoires qui servent pour le filtrer, le vin, hein, puisque vous savez que les Romains aiment bien mettre tout plein de cochonneries dans leur vin pour le conserver. Donc au bout d'un moment, il faut le filtrer avant de le boire et puis le mélanger parfois à l'eau. Mais aussi pour le passage des aliments bouillis au mijoté, ben, on a besoin d'égoutter ces aliments, donc le besoin de passoire. Maintenant qu'on a vu le contenant, qu'on a un petit peu une idée de comment évolue l'alimentation, on va essayer de voir justement cette alimentation, ce contenu. Et ce contenu, on va commencer par les boissons. Bon, c'est d'abord l'eau. Alors l'eau, c'est très compliqué à documenter à partir de la vaisselle, etc. Après, j'aurais pu vous mettre des images, en tout cas de Reims, de l'aqueduc ou des tuyaux d'adduction d'eau qui montrent que on essaye d'avoir dans la capitale de cité de l'eau au plus proche des habitants. On a des fontaines et tout ça. Et dans les milieux ruraux, on trouve généralement des puits et tout ça. Donc cette eau qui est importante pour boire et puis pour toutes les activités annexes. Il ne faut pas oublier que l'eau aussi intervient dans la création d'autres produits pour la boisson, comme la bière ou l'hydromel. Donc là aussi, c'est assez difficile à mettre en lumière dans nos régions. Quelquefois, on tombe comme sur ce bol qui a été découvert en Bretagne avec une inscription où tu bois de la bière gratuitement. Donc il indique bien qu'on pouvait consommer de la bière. C'est en Bretagne, pour rappel. Et puis le vin, alors différentes sortes de vins, différentes origines de vin qui peut être amené vers les consommateurs, soit dans des récipients en céramique, hein, les amphores hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi sur ces tonneaux. En Champagne, on connaît ça. Et par exemple, ici un exemple rémois qui a été découvert dans des milieux humides, justement, d'une fouille réalisée en 2008, boulevard Henrot, dans des milieux humides qui nous ont permis de conserver ces milieux organiques, et notamment 3 tonneaux qui ont été réemployés comme cuvelage de puits et qui nous renseignent justement sur l'arrivage de ces vins en tonneaux. Après les boissons, passons à l'alimentation carnée. Donc ça, c'est les travaux qui sont effectués par mes collègues archéozoologues et qui montrent qu'en fait, parmi l'alimentation carnée, c'est surtout l'alimentation issue de l'élevage qui domine. Et cet élevage concerne surtout 3-4 espèces, le bœuf, les caprinés, donc les chèvres et les moutons, et le porc. Vous voyez que ces 3-là, à eux seuls, représentent plus de 95% des espèces comptabilisées. Les voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce schéma, mais on voit que le bœuf est globalement stable, sachant que dans ces attestations de bœuf, mais aussi de porc et de caprinés, on a aussi une part d'animaux dits de réforme. Donc, c'est des bêtes qui ont servi pour les champs, pour le voyage ou pour la production de laine ou de fromage, qui
étant vieillissante, passe dans l'alimentation. Donc le bœuf, présent de manière, on va dire, récurrente, et puis le porc et les caprinés, et on voit que après une certaine période où c'est les caprinés qui dominent, c'est le porc qui va prendre le pas, sachant que le porc est une viande qui, enfin l'animal n'est destiné qu'à la viande. Il n'y a pas d'autre usage au porc, donc c'est une viande qui est certes plus savoureuse, mais qui coûte plus cher, contrairement à aujourd'hui, bizarrement. On l'a vu rapidement dans ce graphique. Dans ce graphique-ci, on voit qu'à la fin, au 2e, 3e siècle, bizarrement, le nombre d'espèces augmente. Donc on a une diversification importante au 2e, 3e siècle. Une diversification qui concerne d'abord la volaille, donc vous voyez le coq, l'oie, le canard, qui sont surtout présents au 3e siècle. Et puis ces fortes présences, ils ont diminué au 4e siècle. Au 4e siècle, on revient à quelque chose de plus basique, et c'était aussi ce qu'on avait vu au niveau de la céramique. Les formes ouvertes étaient très présentes au 3e siècle, elles vont diminuer au profit des formes fermées. Donc on va retourner à une alimentation plus bouillie, plus tournée vers le bouilli au 4e siècle. À nouveau, voilà, pour montrer la diversification des espèces. Donc on a des espèces qui sont chassées, comme le lièvre, et des espèces qui sont pêchées ou élevées en mer, comme l'huître, qui sont aussi très importants au 2e, 3e siècle. Et puis on documente parfois des consommations certes anecdotiques, mais qui peuvent nous paraître un peu plus bizarres, comme par exemple la consommation de cheval sur la droite, ou celle de chien. Pour mes collègues archéozoologues, généralement, ils ne trouvent rarement des traces de cuisson sur ces ossements, ce qui montre bien que ces viandes étaient généralement désossées et passaient par un stade bouilli. On a toutefois quelques contre-exemples, comme par exemple ces côtes qui montrent qu'elles ont été grillées. On a vu des représentations de fromage tout à l'heure à Pompéi. Et en fait, une étude récente sur le fromage a été faite en Gaule. Et une curiosité de notre région, c'est l'importance des faisselles en céramique. Donc vous avez vu sur les représentations de Pompéi qu'elles pouvaient être en matière végétale, en osier ou en jonc. Ici, elles sont en céramique, et on en a une grande proportion, ce qui fait dire aux chercheurs que peut-être on a une région qui est plutôt tournée vers l'élevage pour ses productions de fromage et tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces éléments de faisselle nous renseignent bien sur l'engouement du fromage à l'époque antique, à nouveau pour des périodes plus tardives. L'alimentation végétale, alors c'est très compliqué de parler de l'alimentation végétale, puisque comme je vous l'ai dit, il faut des niveaux humides qui ont permis de conserver ces végétaux, ou pour tout ce qui est graines, il faut qu'elles aient été carbonisées. Donc on a très peu de sites en Champagne qui nous renseignent là-dessus, mais vous avez vu les tonneaux de tout à l'heure. Le site du Vieux-Port a permis pas mal de découvertes là-dessus. Donc ça nous permet, malgré que ça soit qu'un site, d'entrevoir une fenêtre de cette alimentation végétale en Champagne. Et on voit, ce site a montré la présence de parties vertes ou de graines qui pouvaient être utilisées comme épices. Alors, des choses qui sont peut-être plus basiques, comme la carotte, la nette ou le céleri, et des choses qui sont beaucoup plus exotiques, comme la coriandre et le cumin, qui viennent du Proche-Orient, du Moyen-Orient, donc qui sont des épices très rares et très chères.
et pourtant on en a des attestations à Reims qui montrent bien que, en tout cas, les élites rémoises cherchaient à avoir ces épices. On attend des attestations hors de la ville. Pour les fruits aussi, ces mêmes ensembles humides, à Reims ont permis à Véronique Materne, qui est carpologue, qui a travaillé là-dessus avec ses collègues, de mettre en lumière la présence de beaucoup d'espèces de fruits qui étaient consommés et des fruits qui sont plutôt endémiques, mais aussi des fruits plus exotiques comme la grenade, l'abande, la pêche et la nef, voilà, qui sont des produits de luxe qui viennent forcément de Méditerranée orientale ou d'Italie en fonction de la chronologie. Un élément important de l'alimentation, c'est bien sûr le pain, les céréales en général. Alors vous savez, les céréales, si c'est pas carbonisé, on ne les conserve pas. Le pain, c'est pareil, si c'est pas carbonisé, on ne le retrouve pas. Et on a eu la chance à 2 reprises. Donc un exemple ici qui est à l'écran à Reims et qui sont en fait des pâtons qui étaient en train de lever à l'intérieur d'une cave, et cette cave a brûlé, et donc ça a conservé tous ces petits pâtons, futurs pains. Et on a aussi un pain qui a été conservé parce qu'il a été brûlé au moment sur un bûcher funéraire. Donc il y avait un pain qui était offert au défunt au moment de sa crémation, et ce qui nous a permis de conserver une attestation. Eh ben, si vous vous souvenez des beaux pains pompéens que j'ai montrés tout à l'heure, mais dans la région, c'est pas du tout ça. On a des pains qui sont certes faits à partir de farine, de céréales paniféables, mais qui lèvent assez peu et qui ne sont pas très grands. Donc on a des espèces de pains galettes, en fait. Et que c'est ça que les champenois à l'époque antique consommaient. Alors, on a ces productions individuelles de pain qui sont attestées dans cette cave et dans ce bûcher, mais on a aussi la présence sur la ville de Reims uniquement de ces grandes meules qui sont faites en basalte généralement et qui sont identifiées comme des meules de grande dimension qui servent dans les boulangeries, un peu comme les exemples qu'on a ici à Pompéi. Donc à Reims, on sait qu'on avait la présence de boulangeries. J'ai parlé de la place après avoir vu tous ces récipients et ces ingrédients. J'ai évoqué très rapidement la place du repas. C'est assez compliqué d'identifier en Champagne les pièces où on prenait les repas. À la ville, il y a quelques pièces dans les domus où ça pourrait être ça. À la campagne, généralement, c'est des bâtiments avec 1 ou 2 pièces. Donc, c'était une pièce commune qui servait à la prise du repas. Alors, on l'a vu dans ces grandes mosaïques italiennes, la prise de repas allongée, etc. Mais les reliefs funéraires dans le nord de la Gaule montrent plutôt une prise de repas qui est faite assise. Et on a quelques pièces d'ameublement dans la région qui montrent effectivement la présence de chaises. Donc plutôt les repas étaient ici pris plutôt en position assise plutôt qu'allongée. Et puis, il ne faut pas oublier, pour rappel, tous ces débits de boissons, ces débits de nourriture. Alors, c'est un sujet qui me reste encore à traiter, mais c'est vrai que l'importance des cruches dans la seconde moitié du 1er siècle, 2e siècle, et puis quelque chose que j'ai mis en lumière avec une collègue céramologue, c'est l'importance de ces pots à provision en contexte urbain. Peut-être qu'on tient là le fait qu'on ait
plus en ville qu'à la campagne, des éléments de redistribution de ces produits et pourquoi pas des tavernes et des thermopoliums aussi à Reims. Alors, pour en savoir plus, il y a quelques ouvrages que je peux vous conseiller qui concernent l'alimentation en général ou des analyses faites à partir des sources littéraires pour la période antique. On a quelques personnes qui se sont essayées à des explications plus vulgarisées de la cuisine antique. Et puis on a eu quelques catalogues d'expositions, sans oublier ce que vous avez à droite et à gauche, nos articles scientifiques qui nous ont permis de faire la présentation d'aujourd'hui. Et je termine en remerciant d'abord le Musée d'Épernay et son équipe de m'avoir invité à vous présenter ces résultats que j'espère qu'ils vous auront intéressé. Et puis vous remercier également d'être venu m'écouter. Bien, merci beaucoup Pierre. Communication passionnante, enthousiasmante et encore une fois, donc ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, je vous garantis que c'est très rare d'avoir des études qui mêlent autant de disciplines différentes à l'échelle d'un territoire. On a souvent des études de spécialistes, des archéozoologues, des carpologues, des céramologues, mais qui croisent autant de disciplines, c'est vraiment très rare. Donc non, c'est chouette, ça permet d'aborder le sujet de façon très complète. Donc si vous avez des questions, je peux vous tendre le micro si vous voulez aborder certains points en plus. En réalité, j'aurais deux questions, mais un peu annexes. La première, c'est de quoi s'occupe le carpologue? C'est tout ce qui va être graines carbonisées. D'accord, merci. Et la deuxième, c'est sur tous vos croquis, il y a les siècles, et au-dessus, il y a H, et on voit que les numéros, par exemple, il y a des siècles qui correspondent à un H, d'autres à 2, etc. Qu'est-ce que le H? Ah, très bien. C'est une excellente question. En fait, pour Reims et sa périphérie, nous étudions la céramique par contexte. Nous travaillons avec les responsables d'opération qui peuvent nous renseigner en disant tel contexte, ça marche avec tel contexte. Ça nous permet de faire des regroupements de contextes au sein d'un site et qui vont nous renseigner sur une période au sein d'un site. Et en compilant tous les sites, on se rend compte que des vaisselles à une période sur un site et les vaisselles d'un autre site, d'une certaine période, sont en fait les mêmes. Donc probablement qu'ils sont contemporains entre eux. Et donc on va faire des grands regroupements de ces contextes et pour lequel on va utiliser un terme plus familier aux géologues, celui d'horizon. Donc H, c'est horizon. Donc en fait, on a découpé, si vous voulez, l'évolution de la vaisselle en groupes en fonction des changements qu'il y avait dans ces vaisselles au niveau de la façon de faire de la vaisselle et des formes. Voilà.
Si vous, si vous voulez, la vaisselle, elle va évoluer dans le temps, en fonction surtout de la mode. Les gens aiment bien avoir une vaisselle au goût du jour, hein. C'est encore le cas aujourd'hui, hein. On range vite la vaisselle des anciens pour acheter des belles assiettes d'une enseigne suédoise bien connue. Ben, comme cette vaisselle, elle évolue dans le temps en fonction des modes. Si vous avez des assemblages sur un site et sur un autre site qui sont les mêmes, ben on pense qu'ils sont contemporains. Et donc en faisant ces grands découpages chronologiques, effectivement, comme dit Claire, on peut faire une chronologie relative de toute la ville et montrer toute la ville sans nécessairement de vouloir coller à ces faits historiques. C'est pour ça que parfois les découpages en H ne correspondent pas au découpage en siècle. Voilà. Et chaque H correspond vraiment à un vaisselier avec une telle quantité de ça, telle quantité de ça et tout ça. Et ça, c'est fait aussi en fonction de la stratigraphie, l'empilement de ces couches. Donc le travail avec les responsables d'opération qui nous permet de couper toujours plus fin, de saucissonner plus fin l'évolution de la vaisselle. D'autres questions? Moi, je voudrais savoir qui cuisine en fait et où. Si les gens ils achètent leur nourriture à l'extérieur, sauf les riches qui ont une cuisine et qui mangent chez eux, mais les autres ils cuisinent chez eux ou ils achètent chez des. Enfin... Excellente question auquel je ne pourrais pas vraiment répondre. Et puis, vous savez, il y a des théories en archéologie, et donc certains archéologues vont défendre leurs théories, etc. Mais en réalité, c'est très compliqué à savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'à Reims, il n'y a que trois éléments de cuisine qui ont été identifiés. Ça fait très peu. Et ces éléments de cuisine sont plutôt dans l'hypercentre, où là, on a des maisons évoluées. À la campagne, on n'identifie pas ces cuisines, en tout cas, pour la moitié nord de la Champagne, on n'identifie pas ces cuisines. Voilà. Donc, savoir où était la cuisine, c'est déjà compliqué. Alors, qui est derrière les fourneaux, ça l'est encore plus. Après, il y a quelque chose qui m'a toujours perturbé. C'est que, par exemple, on a ces plats à cuire au IIIe siècle. On en a beaucoup, mais on n'a quasiment pas de four. Alors, où est-ce qu'ils cuisinent? On ne sait pas. Effectivement, est-ce que dans ce cadre-là, est-ce qu'il n'y a pas des boutiques qui font la cuisine et que les gens prennent leur pas en passant? C'est un type fast-food. C'est possible. C'est possible. Après, pour ces plats, il y a aussi des fours portatifs, des fours cloches, mais on en a très peu qui pouvaient être mis directement sur le plat. Donc, bonne question. En fait, comme on a déjà parlé de les cuisines, c'est déjà difficile. Et savoir qui cuisine, malheureusement, on ne le sait pas. Et on n'a pas de texte à Reims qui nous dit que c'était que les Rémois qui cuisinaient ou que les chefs. On n'a pas de mention. À Rome, il y a des mentions enfin, il y a des épitaphes de cuisiniers, cocus. Donc, on sait qu'il y avait des chefs cuisiniers. Par les mentions littéraires, on sait qu'il y avait des chefs qui étaient payés très cher pour faire la cuisine. Mais là, à nouveau, on s'adresse à l'élite de l'élite. Là, dans une capitale provinciale et dans ses limites de cité, on ne sait pas. On ne sait pas. Oui, bien sûr, il y a tous les thermopoliens. Je pense par exemple à Saint-Romain-en-Galles, qui est moins loin. Ils ont bien identifié certaines boutiques et tout. Mais dans le nord de la Gaule, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué.
voilà, on peut avancer des hypothèses, mais ça sera difficilement vérifiable. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tout ce qui est structure construite ici en Champagne est systématiquement récupéré pour ces matériaux, c'est très compliqué d'identifier les différentes fonctions de ces différentes boutiques. Mais je laisse parler les autres si quelqu'un veut s'exprimer. Je voudrais savoir si on sait que les Romains intégraient facilement les dieux des terrains, des régions qu'ils conquéraient à leur panthéon. Ça leur posait pas de problème. Est-ce qu'ils faisaient pareil pour l'alimentation? Est-ce qu'ils ont importé de Gaule des choses? Alors, déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est que les gens en Champagne, ce ne sont pas des Romains de Rome. Et quand les Romains de Rome arrivent ici dans nos contrées, la population ne change pas strictement. Il n'y a pas de changement de population. Il va y avoir une acculturation lente. Donc en fait, c'est plutôt les Gaulois qui vont se mettre à cuisiner à la romaine. Et on l'a vu progressivement. Donc c'est plutôt les Gaulois qui vont se changer. Pas vraiment, parce qu'en fait, par exemple, il y a ces belles vaisselles là qui sont posées sur la table, en rouge, qu'on appelle la terre sigelée. Il y a des productions en Italie, et par exemple, les assiettes sont très peu profondes. Et les ateliers de Gaulle, quand ils vont se mettre à produire des assiettes, ils vont progressivement changer la typologie et vont faire des assiettes profondes. Donc ça veut dire que les gens en Gaule, ils doivent manger beaucoup plus liquide que les gens en Italie. Donc là, il y a quand même un changement justement de ces répertoires qui sont pourtant romanisants, on va dire, vers plutôt les us et coutumes des gens de la Gaule. Il y a quelques... Oui, en fait, non. C'est parce que souvent, dans les musées, on montre la vaisselle grecque, les grands vases à figure noire, figure rouge. Et en fait, à côté, il y a tout plein de la vaisselle commune. Les Romains ils décorent. D'ailleurs, il y a 2-3 éléments qui sont décorés. Après, je vous ai peut-être pas amené les plus belles pièces. Je vous invite à aller revoir la vitrine du musée parce qu'il y a quand même quelques pièces qui sont bel et bien décorées. Les Romains sont peut-être plus pragmatiques à ce niveau-là. Quoi qu'ils aiment quand même les décors kitsch, rassurez-vous. Et parfois, il y a des choses qui sont fonctionnelles. Donc, par exemple, vous pourrez vous rapprocher tout à l'heure, ce récipient-ci, il y a des projections de sable sur la surface. Donc, et en effet, ici c'est lissé, ici c'est non lissé. Donc on pourrait dire que c'est un décor, mais c'est aussi très fonctionnel. C'est tout simplement que ça soit antidérapant. Et c'est très bien pour un gobelet à boire. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas penser non plus que ce soit aussi pour garder la chaleur du plat, le fait qu'elle soit plus profonde, l'assiette? En fait, les argiles sont généralement les mêmes. Pour garder la chaleur, faudrait mettre un couvercle dessus, je pense. Or, il n'y a pas du tout de couvercle pour ces assiettes-là. Il me semble pas. Bonne question. Mais non, parce que les profondeurs, ça tient du centimètre, la profondeur. Donc c'est pas quelque chose. Et il n'y a pas de couvercle pour les assiettes et tout ça, donc ça me semble pas être destiné à conserver la chaleur. C'est vraiment plutôt
pour répondre au fait que ils ont besoin d'assiettes profondes pour éviter ces déperditions de liquide. Je peux remettre, on peut revenir sur une. Alors, j'espère que c'est pas trop loin. Voilà, ça c'est les assiettes d'un format plus italien, et ça c'est les formats plutôt gaulois. Donc la différence est minime, mais elle est quand même bien présente. En tout cas, toutes les formes vont tendance à être comment ça. Allez, encore, oui, voilà. Peut-être plus dans Astérix qu'ailleurs d'ailleurs, mais de recettes bizarres de la cuisine romaine. C'est vrai d'abord, et est-ce qu'on a adopté dans la région, on a des traces, on sait si on a adopté ce genre de... Après, par exemple, dans Apicius, il cite 2 ou 3 recettes de flamand rose. Après, effectivement, il y a des recettes qui sont très extravagantes, qui nous paraissent très extravagantes, comme les mamelles de truie, etc. Alors le problème, c'est que les mamelles de truie, ça ne laisse pas du tout de reste. À moins de trouver une céramique sur laquelle il est écrit ceci a servi à cuire des mamelles de truie, on ne peut pas le savoir. Après, ils ne mangent pas les mamelles de truie directement, en fait, ils s'en servent comme élément pour de la farce. Donc en fait, c'est comme des paupiettes, en fait, si on veut. Donc, et on sait qu'elles ont un certain engouement. Ces recettes extravagantes, style coup de girafe et tout ça, c'est quelque chose qui est issu justement de cet ouvrage d'Apicius. Mais pour rappel, d'après la légende, il s'est suicidé parce que multiple millionnaire, il n'avait plus que quelques millions de sesterces pour assouvir sa folie des repas. Donc ça dit bien le personnage, sachant que je vous ai dit, c'est un ouvrage qui n'est pas vraiment, qui est attribué à Apicius, mais qui n'est pas vraiment de lui. Donc oui, ces recettes extravagantes, elles ont probablement existé. Je vous ai cité les lois somptuaires à Rome, où des consuls ont essayé de mettre le holà sur le fait qu'on faisait venir des draps, des épices du l'autre bout du monde, que ça coûtait une fortune, etc., et qu'il fallait limiter ça. Donc oui, il y avait une certaine extravagance, mais probablement que le commun des mortels ne mangeait pas. Enfin, je sais pas vous, mais moi je vais pas au Fouquet's toutes les semaines, donc. Combien de repas par jour il faisait? Ça c'est une bonne. Ça, à nouveau, c'est une bonne question. Je pourrais vous répondre à partir de ce que les textes antiques nous disent, mais est-ce que c'est la réalité ici? Je n'en sais rien. Généralement, les Romains à Rome, ils ont leur vie calée sur le rythme solaire. Donc ils se lèvent très tôt, ils vont se coucher très tôt ou très tard en fonction de l'hiver ou de l'été. Et puis généralement, ils font un repas léger le matin, un truc vague sur le pouce à midi, ils mangent bien le soir. Mais ça, à nouveau, c'est entre les textes qui disent qu'il faut faire des grands repas et d'autres textes plutôt médicinales ou certains agronomes ou Varron, qui est un rabat-joie notoire, qui dit ah ben non, il faut prendre des repas légers, etc. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe à Rome, mais dans notre région, est-ce que c'est comme ça? On n'a rien pour renseigner là-dessus. Est-ce que le cheval et le chien étaient considérés comme le mets du choix à n'utiliser, ne prendre que par exemple à grandes occasions, une fois par an ou, Alors,
Le cheval et le chien, ils sont bien consommés à la période gauloise, de manière faible mais récurrente. À l'époque romaine, c'est plus rare, mais ça existe. Est-ce qu'ils sont consommés de manière régulière? Là, à nouveau, je ne peux pas vous répondre. Après, quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans le nord de la Gaule, on a bien attesté de boucherie, hein, donc il y a bien de l'élevage qui arrive en ville ou en périphérie de ville, des choses qui sont abattues sur place, débitées, qui vont être revendues. Et à côté de ces boucheries, ou parfois en parallèle de ces boucheries, on a tout ce qui est lié au culte. Et donc, pareil, la viande et la distribution de viande est parfois liée à des rites cultuels, à telle ou telle offrande, à telle ou telle divinité. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, la consommation du chien, elle pourrait être totalement anecdotique parce que, bon, à un moment, il faut manger de la viande à pas cher et que là, on a un chien de réforme qui peut faire l'affaire. Mais ça pourrait aussi être lié à un cadre de sacrifice avec consommation de l'animal sacrifié. Là, en l'occurrence, les exemples que je vous ai montrés, il n'y a pas de temple à proximité, donc comment savoir, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que la consommation de viande, il faut garder ça à l'esprit. Sachant qu'en fait, là, je ne vous ai pas montré, il y a des choses qui sont un peu inédites, mais pour une population de l'Antiquité tardive, donc du 3e, 4e siècle, on a des gens qui étaient inhumés. On a lancé toutes des analyses isotopiques sur les dents. Donc avec ça, ça peut nous renseigner sur ce qu'ils ont mangé, grosso modo, les 10 dernières années. Et on voit que pour certains, on a des consommations assez opportunistes. Mais pour le commun des mortels à Reims, la consommation carnée, c'est pas très haut. C'est pas très haut. L'alimentation, elle est surtout végétale. Végétale et aussi marine dans une moindre mesure. Ça aussi, c'est assez compliqué parce que vous avez vu les restes de faune. Et en fait, du poisson, à Reims, par exemple, on n'en trouve quasiment jamais. Alors ça tient à la conservation, ça tient à la taphonomie, à la façon dont on fouille. Peut-être que nous autres archéologues, on ne fait pas assez de prélèvements pour trouver ces poissons. Mais on sait que ces populations-là en consommaient de manière régulière. Pour que ça se voit dans les dents. Oui, bien sûr. Alors bonne question. À nouveau une bonne question. Les huîtres, elles peuvent venir de deux grandes zones, soit la côte atlantique, soit la Méditerranée. Alors, il faut voir les huîtres. Hein. Parfois, c'est des coquilles qui sont énormes comme ça, donc c'est des grandes huîtres. Et comment est-ce qu'elles voyageaient? Bonne question. Après, il y a quelques textes qui nous renseignent là-dessus. Donc, généralement, c'était des choses qui étaient soit mis en vivarium et puis transportées, soit elles étaient sorties, elles étaient couchées sur des lits de paille humides et elles voyageaient soit par bateau, soit par la route. Mais ça demande on en a quand même une certaine quantité, par exemple à Reims. C'est assez faible quand même, mais on en a de manière régulière. Et ça montre quand même un certain investissement de la population, un certain engouement pour ces produits, parce que ça valait très cher. Les faire venir, c'était très cher. Après, il y a des petites estimations, grosso modo, alors je ne sais plus, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais la centaine d'huîtres, c'est l'équivalent de 15 jours de travail pour un paysan. Donc vous ne mangez pas des huîtres tous les jours. Allez, alors ce sera la dernière. Je voudrais bien comprendre pourquoi ils utilisaient des amphores. Je
trouve que c'est vraiment une forme pas pratique, ça se posait pas, il y avait 2 anses fragiles, comment ça se bouchait, ça devait fuir. Enfin, franchement, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé ce truc-là? Alors qu'ils faisaient des ponts qui se tenaient. D'accord. Bah, commençons par l'amphore en elle-même. L'origine, elle est très ancienne en fait. Elle vient du Proche-Orient, etc. Et que c'était pratique d'avoir un récipient qui se tenait, en argile qui se tenait. C'est quelque chose qui a perduré chez les Grecs, et donc tout naturellement, les Romains en l'ont pris. La forme, alors ça vous paraît pas pratique, sauf qu'une forme qui est fuselée comme ça, c'est très bien parce qu'on les enfonce dans les cargaisons des bateaux, en fait. Donc c'est très bien pour le transport. Par contre, effectivement, quand on voit, je vais la remettre. Par contre, effectivement, quand on voit un bazar comme celui-là, donc c'est celui qui est dessiné ici, qui transporte de l'huile qui vient d'Andalousie, à vide, c'est des amphores qui font plus de 20 kg. Donc dès que vous mettez 50 ou 60 litres d'huile dedans, faut être costaud. Après, il y a une fresque qui montre que ça pouvait être porté par deux porteurs. Enfin, moi tout seul, je la porte pas. Hein. Mais effectivement, c'est très lourd. C'est très lourd comme récipient par rapport à ce qu'on met dedans. Mais pour le transport, au début, ça leur paraissait pratique. Après, effectivement, il y a une donnée qui nous manque, qu'on perçoit de temps en temps, c'est bien sûr le tonneau. Et on le voit bien, par exemple, sur les reliefs qu'on a en Germanie, etc. C'est du tonneau qui est... Il y a des amphores qui sont représentés, mais il y a aussi des tonneaux. Donc effectivement, il y a une partie de ces approvisionnements qui viennent en tonneau. Après, la forme fusée est quand même pratique pour les bateaux. Et puis, l'essentiel du transport, en tout cas, c'est ce que j'aime imaginer, on va dire. L'essentiel du transport de ces grandes amphores se fait par voie et maritime et fluviale. Donc, c'est des choses, on change juste d'un bateau à un autre. Et puis après, pour la route, effectivement, c'est pas... Et pour avoir chez soi, c'est pas pratique. Et puis, il faut savoir un truc, c'est que le problème par rapport au tonneau, le tonneau, à la limite, il peut être renvoyé et recyclé. Ce qui n'est pas vrai, vous avez vu qu'ils servent de cuvelage de pluie. Les amphores, on ne les renvoie pas, ça coûte trop cher de les renvoyer. Donc, on casse, on jette ou on réutilise. Donc, c'est le cas de cette fameuse colline, peut-être que vous connaissez à Rome, le Monte Testaccio, qui est une colline de plus de 30 mètres de haut, qui n'est confectionnée que de tessons de cet amphore-là. Donc en fait, dès qu'elle arrivait à Rome, à Ostie, elle était transvasée sur un bateau, elle arrivait dans le port de Rome, on vidait, on jetait. Donc effectivement, c'est pas très écolo. Hein. Et puis après, du coup, il y avait de la redistribution. C'est pour ça... Jonathan ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais pour nous, tous ces éléments de grandes cruches, les cruches à 2 anses, que beaucoup de céramologues appellent amphores régionales et tout ça, pour nous, quand on regarde les quantifications, c'est tout plane. En fait, c'est pas des amphores, c'est pas pour l'exportation, et c'est plutôt pour la redistribution de ces produits, justement. Alors, est-ce que j'ai bien répondu ? En fait, il y a un facteur de praticité parce que les bateaux, il y a un facteur culturel, c'est parce que les Grecs faisaient des amphores, donc du coup, on va refaire des amphores. Et voilà. Le tonneau, à la base, il paraît, c'est une invention gauloise. Ah, alors, très facile, en fait. On n'en a pas régulièrement, mais on en a quand même des bouchons d'amphore. Donc, c'est comme des petits couvercles.
qu'on vient mettre sur le dessus. Et puis en fait, on recouvre de pouzzolane. Donc la pouzzolane, c'est un espèce de mortier avec des débris de terre cuite qu'on met dedans. Là, il n'y a rien qui passe. J'en ai eu 2 comme ça. Et en fait, il y avait encore le couvercle dedans et la pouzzolane. Et donc, ils ont sabré l'amphore pour sortir l'huile. Et donc, ça a conservé le bouchon. Donc, non, une fois que c'est bouché, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de souci. Bien, on avait dit que c'était la dernière question. Encore merci Pierre, merci beaucoup pour cette encore une communication très exotique qui nous a ramené 2000 ans en arrière avec pas mal de choses, des choses qui donnent envie d'ailleurs de goûter. De goûter. Oui, carrément. Bien, donc merci beaucoup. Alors, quelques petites infos maintenant sur la suite à venir pour le mois. Donc Pierre a inauguré finalement notre séance des Journées européennes de l'archéologie. Donc je vous donne rendez-vous ce week-end, samedi et dimanche pour des ateliers. Donc ce sera à destination de toute la famille, des ateliers pour découvrir le monde romain. Vous allez notamment avoir, pour toute la famille, des jeux de société. Donc ce sera animé par Romain, que vous avez derrière vous, qui est notre jeune en service civique cette année. Vous allez aussi avoir un atelier sur la comparaison entre l'équipement des militaires romains et des militaires celtes, parce que dans nos collections archéologiques, il y a une grosse partie en fait qui est liée aux mercenaires celtes. Donc on compare un peu les équipements de façon un peu ludique. Vous allez avoir aussi pas mal de visites flash tout au long de la journée pour découvrir certains aspects. Donc venez, profitez-en. En plus, ce sera gratuit tout le week-end. La semaine prochaine, 21 juin, concert de l'école de musique dans le parc du château, donc à 18h. On se rapatrie au théâtre en cas de mauvais temps. Il faut le prévoir, ça peut arriver un jour. Et puis alors, bien entendu, tout au long de l'été, si vous avez de la famille, n'hésitez pas à revenir au musée. Je vous rappelle que les premiers dimanches, l'entrée est gratuite. Il y a pas mal de visites guidées qui sont prévues ces dimanches. Et si vous avez des jeunes enfants avec vous, pas mal d'ateliers, ateliers animés tout au long de l'été. Donc là, je vous renvoie à notre agenda culturel. Profitez-en, parce qu'il se termine là en août. Nous sommes en train de préparer le prochain. Et justement, donc je vous donne rendez-vous dans ce cycle de conférences à la rentrée, le 15 septembre, avec une conférence de Claire Bonnefoy, notre responsable de la documentation, qui vous présentera justement l'évolution, les origines, l'histoire de ce musée d'archéologie à Épernay. Et il y aura aussi beaucoup d'autres surprises donc sur ce dernier trimestre de l'année 2022. Bien, écoutez, encore merci Pierre, je vous souhaite un très bel été à tous. Au plaisir de vous retrouver bientôt et bonne soirée. Au revoir.